Comment la crise du coronavirus contamine la classe politique. Exécutifs et responsables politiques se sont emparés de la crise du Covid-19. Le gouvernement tente de donner des gages de transparence à une opposition vigilante. Pouvait-il en être autrement? La crise du coronavirus a pris ces derniers jours une dimension politique, alors qu'un deuxième décès a été confirmé mercredi en France. Entre un exécutif déterminé à montrer sa mobilisation et une opposition décidée à prendre le sujet en main, l'urgence sanitaire est devenue un objet politique. Coronavirus, la mondialisation, coupable trop facile. La crise du coronavirus s'étend dans le monde? Depuis la confirmation de cas au Brésil, on peut officiellement parler de pandémie. En toile de fond, cette contagion à vitesse accélérée réveille une fois encore le grand combat politique de notre époque entre nationalistes et universalistes. Depuis le débat sur la fermeture des frontières, largement inefficace, jusqu'à celui, plus anecdotique, quoique, sur l'opportunité de maintenir le match Lyon-Juventus de Turin en huitième de finale de la Champions League. Sur les réseaux sociaux, la mondialisation a bon dos. Les expressions se multiplient dans les milieux nationalistes pour estimer que cette crise sanitaire démontre la nécessité d'un repli sur soi identitaire. En France, le Rassemblement national a rapidement profité de l'explosion du nombre de cas en Italie pour réclamer la fermeture des frontières. Sans que grand monde soit dupe sur la tentative de récupération d'une épidémie que les autorités tentent de gérer sereinement. Olivier Véran, nouveau ministre français de la Santé, a taclé « Ce qui nous intéresse, c'est la santé des Français, pas les ragots de Madame Le Pen ». Le même a dû se démultiplier pour affirmer que la venue de supporters de Turin à Lyon ne représentait pas forcément un risque étant donné qu'aucun avéré n'a été recensé dans cette ville italienne. Et que, ajoutons-le, ce n'est pas en arrêtant de vivre ou en prenant des mesures spectaculaires mais émotionnelles que l'on résoudra le problème. La fermeture des frontières est-elle une solution? Les experts se multiplient pour affirmer que cela n'aurait guère de sens. Les frontières bien effectives n'ont pas eu raison par le passé de pandémies autrement plus graves, comme cela fut le cas lors de la grippe espagnole qui a fait 50 millions de morts il y a un siècle. Jeter un grand filet pour attraper une fourmi n'a pas de sens, insiste le professeur Jérôme Salomon, directeur général français de la santé. Chez nous, Maggie de Bloch, OpenVLD, a elle aussi souligné qu'une fermeture des frontières ne servirait à rien. La vraie réponse serait, au contraire, une amélioration de la globalisation, une gestion intégrée de cette crise. Le monde n'est tout simplement pas prêt, souligne l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dont certains experts n'ont pas hésité à louer la gestion des premiers jours de l'épidémie par la Chine. En retour, certains moquent les messages envoyés par l'Organisation mondiale, notamment lorsqu'elle recommande de se laver les mains. Et si l'enjeu de cette crise était en réalité de mettre en place, au niveau mondial, des outils fiables pour gérer l'inéluctable augmentation des échanges planétaires? Et si l'idéal était de tirer profit des expériences qui voient le jour ça et là, en Chine ou ailleurs, pour renforcer notre immunisation commune? La Russie envoie 2 frégates avec des missiles de croisière calibre en Méditerranée monde? La Russie a envoyé 2 frégates de la flotte de la mer Noire équipées de missiles de croisière calibre NK en Méditerranée, a déclaré aujourd'hui à la presse le porte-parole officiel de la flotte, Alexei Rulev. Les frégates de l'amiral Makarov et de l'amiral Grogorovich, équipées de missiles de haute précision calibre NK, effectuent un voyage prévu de Sébastopol vers une zone maritime éloignée, où ils rejoindront le groupe permanent de la marine russe en mer Méditerranée, a-t-il déclaré. En Syrie, les craintes d'escalade décollent après la mort de 33 soldats turcs. Au moins 33 soldats turcs ont été tués jeudi dans la province d'Idleb dans des raids attribués au régime syrien par Ankara qui a aussitôt riposté en bombardant des positions de Damas, faisant craindre une escalade et un nouveau désastre humanitaire. À défaut d'agir rapidement, le risque d'une escalade encore plus grande augmente d'heure en heure, a mis en garde le porte-parole des Nations Unies Stéphane Dujarric, qui a appelé à un cessez-le-feu immédiat. Lors d'une conversation téléphonique avec le chef de la diplomatie turque Mevlut Çavuşoğlu, le secrétaire général de l'OTAN Jens Stoltenberg a condamné les frappes aériennes aveugles du régime syrien et de son allié russe. Il a exhorté toutes les parties à une désescalade de cette situation dangereuse, et à éviter que ne s'aggrave davantage la situation humanitaire épouvantable dans la région, selon un porte-parole de l'Alliance, dont la Turquie est membre. Nous soutenons notre allié de l'OTAN, la Turquie, et continuons d'appeler à un arrêt immédiat de cette offensive odieuse du régime d'Assad, de la Russie et des forces soutenues par l'Iran, a déclaré pour sa part un porte-parole du département d'État américain.
Outre les 33 morts, une trentaine de militaires turcs ont été blessés dans des frappes aériennes attribuées par Ankara au régime syrien, qui ont visé la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie. Les blessés ont été rapatriés en Turquie pour être hospitalisés, a déclaré Rami Dogan, le gouverneur de la province turque de Hatay, frontalière de la Syrie. Le chef de l'État Recep Tayyip Erdogan a convoqué un conseil de sécurité extraordinaire à Ankara. Signe que la situation risque d'empirer, la présidence a annoncé que l'armée turque bombardait dans la nuit de jeudi à vendredi des positions du régime de Bachar al-Assad en représailles à la mort des soldats turcs. Toutes les positions connues du régime syrien ont été prises sous le feu de nos unités terrestres et aériennes, a affirmé le directeur de la communication de la présidence, Fahrettin Altin, dans un communiqué. Nos valeureux soldats se sont vengés, s'est-il réjoui. Le responsable turc a par ailleurs exhorté la communauté internationale, y compris la Russie et l'Iran, parrain de Damas, à prendre leurs responsabilités pour faire cesser les crimes contre l'humanité que commet le régime. Les lourdes pertes essuyées par Ankara jeudi interviennent après des semaines de tensions croissantes à Idleb entre les forces turques et celles du régime de Bachar al-Assad, qui se sont affrontées à plusieurs reprises. Ces bombardements meurtriers, qui portent à au moins 53 le nombre de militaires turcs tués à Idleb en février, risquent en outre de creuser un fossé entre Ankara et Moscou, principal soutien du régime syrien. Un nouveau round de pourparlers entre Russes et Turcs visant à trouver une issue à la crise d'Idleb s'est achevé jeudi à Ankara, sans annonce de résultats concluants. Vague de déplacés. Avec le soutien de l'aviation de Moscou, Damas a déclenché en décembre une offensive pour reprendre le dernier bastion rebelle et djihadiste d'Idleb. Le régime et son allié russe ont mis les bouchées doubles ces dernières semaines et repris plusieurs localités dans cette province frontalière de la Turquie. Cependant, les groupes rebelles, dont certains sont appuyés par Ankara, ont contre-attaqué et repris jeudi la ville stratégique de Sarakeb, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. En reprenant la ville, djihadistes et rebelles coupent l'autoroute M5 reliant la capitale Damas à la métropole d'Alep, nord. 7 civils, dont 3 enfants, ont péri jeudi dans des bombardements syriens et russes sur la province d'Idleb, selon l'OSDH. Depuis décembre, plus de 400 civils ont été tués dans l'assaut selon l'OSDH et plus de 948 000 personnes, dont plus d'un demi-million d'enfants, ont été déplacés d'après l'ONU. Si la Turquie s'intéresse d'aussi près à Idleb, c'est notamment parce qu'elle redoute un nouvel afflux de réfugiés sur son sol, où quelques 3,6 millions de Syriens vivent déjà. Dans le cadre d'un accord conclu en 2016 avec Bruxelles, Ankara s'est engagé à empêcher les passages de migrants vers l'Europe, notamment via la Grèce. Mais jeudi, le porte-parole du parti présidentiel AKP, Ömer Çelik, a affirmé que la Turquie n'était plus en mesure de retenir les migrants qui voudraient se rendre en Europe, tout en soulignant que la politique migratoire d'Ankara n'avait pas changé. À l'ONU, le désaccord reste total entre les pays occidentaux et la Russie. Le déplacement de près d'1 million de personnes en seulement 3 mois, le meurtre de centaines de civils, la souffrance quotidienne de centaines de milliers d'enfants doivent cesser, ont souligné dans une déclaration conjointe le vice-premier ministre belge, Alexander De Croo, et le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas. L'ambassadeur russe à l'ONU, Vassili Nebenzia, a jugé pour sa part que la seule solution à long terme, c'est de chasser les terroristes du pays. Les États-Unis ont appelé la Turquie à tirer les leçons des récents affrontements en Syrie avec le régime de Damas soutenu par Moscou, en renonçant au système russe de défense antiaérienne S-400. Il voit la Russie telle qu'elle est vraiment, il voit ce qu'elle fait maintenant, et si elle attaque les soldats turcs, cela doit prendre le dessus sur tout ce qui peut unir par ailleurs la Turquie et la Russie, a déclaré à Washington l'ambassadrice des États-Unis auprès de l'OTAN Kebeli Ratchison. Déclenchée en mars 2011 par la répression de manifestations pacifiques, la guerre en Syrie a fait plus de 380 000 morts. Coronavirus, environ 2000 élèves n'ont pas repris l'école, selon Blanquet. Autour de 2000 élèves n'ont pas repris l'école et restent actuellement chez eux car ils sont rentrés d'une zone touchée par le coronavirus, un chiffre susceptible d'augmenter la semaine prochaine, a indiqué le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer vendredi sur Europe 1. Seulement un tiers de la France est retourné à l'école après les vacances de février, l'Île-de-France et l'Occitanie, donc bien entendu ce chiffre va augmenter la semaine prochaine quand un deuxième tiers va revenir de vacances et quand on aura fait les nouvelles évaluations de l'évolution de la maladie, a poursuivi le ministre. Il a reconnu que ces mesures n'étaient pas contraignantes, tout ceci repose sur le civisme de nous tous, le sens du discernement. M. Blanquet a aussi assuré qu'un dispositif d'enseignement à distance pourrait être déployé à grande échelle si nécessaire, nous nous y sommes préparés depuis plusieurs semaines avec le CNED.
D'abord avec les élèves français en Chine, puis nous avons élargi ce système pour ceux qui sont obligés de rester chez eux, a indiqué M. Blanquet. Ce système permet de la grande section de maternelle jusqu'à la terminale d'avoir les cours et même les devoirs à faire à distance, a-t-il ajouté, précisant que 7 millions de connexions pouvaient avoir lieu en même temps. Interrogé sur la nécessité de fermer des écoles, le ministre a insisté sur le besoin de discernement. On ne précipite pas les choses, nous en sommes à un stade où la bonne mesure est de demander aux gens de rester chez eux, a-t-il dit. Dans l'Oise, au collège Jean de La Fontaine de Crépy-en-Valois, où enseignait le professeur décédé des suites de l'infection due au coronavirus, les cours reprendront jeudi et non lundi, a annoncé le rectorat. Se pose aussi la question du paiement des jours de congé pour les parents qui doivent garder leurs enfants à la maison. Ça a été prévu avec les caisses d'assurance maladie, a répondu M. Blanquet. Le problème a déjà commencé à se poser concernant des familles à Courbevoie, où des dizaines d'élèves qui revenaient d'un séjour en Italie ont été invités à rester chez eux par mesure de précaution. Nous avons encore aujourd'hui une réunion à Bercy pour traiter ces questions-là, a assuré le ministre.